Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi. Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Nous sommes le lundi 24 février. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, ce qui va nous occuper, évidemment, 3 années de guerre en Ukraine. Nous allons avoir une couverture importante aujourd'hui, alors que Justin Trudeau est justement à un sommet à Kiev au moment où l'on se parle et est en train d'annoncer, entre autres choses, que le Canada va fournir à l'Ukraine 25 blindés légers supplémentaires. On va faire le tour de la question des derniers développements avec Jean-Philippe Robillard un peu plus tard à l'émission. Sinon, Vincent Maisonneuve est de retour avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Content de vous retrouver en ce lundi matin. Pareillement. Ensemble, on va se parler de ce qui s'est passé au cours des dernières heures en Allemagne, oui. Des élections donc qui ont porté au pouvoir un parti donc plus à droite sur l'échiquier politique. Et ce qui retient aussi l'attention, c'est la montée en popularité des partis d'extrême droite, Oui. l'AfD. 3 éléments qui ressortent de ces élections. D'abord, le taux de participation. Les Allemands se sont déplacés. 83 % de taux de participation. Wow. C'est élevé. C'est le plus élevé depuis la réunification d'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Cette montée de l'extrême droite, le parti AfD, l'alternative pour l'Allemagne qui a doublé ses résultats de la dernière élection, qui est maintenant il y a 1 Allemand sur 5 qui a voté pour l'extrême droite, mais ce sont les chrétiens démocrates, la formation conservatrice là, qui obtient le plus de votes, à peu près 30 %, et c'est son chef qui va avoir le devoir de former une coalition pour gouverner. Là, déjà aujourd'hui, les partis se rencontrent pour tenter d'élaborer un plan pour former un gouvernement en Allemagne, tout ça dans un contexte de guerre en Ukraine, de changement aussi de l'ordre mondial, oui, Washington qui s'allie beaucoup plus avec la Russie. Je vous en parle tout à l'heure. Et une économie allemande qui est en crise. Qui tourne au ralenti, oui. Qui est au ralenti, effectivement. Alors, on va y revenir dans les prochaines minutes. Véronique Méra est déjà à mes côtés. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Faisons le tour des prévisions de la météo. Disons qu'on va avoir une semaine plus douce. Hey, une semaine plus douce, ça fait du bien. Je regardais les statistiques. On n'a pas eu beaucoup de journées avec des températures au-dessus de zéro. Il y en a eu davantage dans l'est du Québec qu'à Montréal. 6 jours seulement depuis le 1er janvier. C'est une première depuis 2015. Donc, vous le disiez un petit peu plus tôt, c'est bon pour les patinoires. C'est bon. Moi, j'ai pas beaucoup... l'entretien de la patinoire que je fais a été simplifié par ce froid. Des conditions quand même idéales pour certaines pratiques. Donc, un petit redoux qui s'installe pour une partie de la semaine. Je dirais jusqu'à jeudi. Okay. Puis, il y a d'autres froids à venir. C'est pas terminé. Ça va revenir vers la fin de la semaine. Mais d'ici là, on aura une semaine quand même assez active. 3 systèmes. Petits systèmes quand même. Ce sont tous des systèmes qui arrivent de l'Ouest. Là. On n'a pas de grosses perturbations en vue, sauf que ça peut déranger. Aujourd'hui, il y a un avertissement de neige, principalement pour la région de Québec, qui est un petit peu plus au nord. Alors, ce qui se passe, c'est que le premier système entre par la porte de l'Ouest. L'Abitibi, l'Outaouais, ce sont les premiers touchés. Des précipitations qui tomberont en neige, principalement au nord du Saint-Laurent. Essentiellement en secteur montagneux. Donc, 10-15 cm possible là, dans un corridor de l'Outaouais jusqu'au Saguenay. En secteur montagneux surtout, et au sud du fleuve, ce sont des précipitations mélangées. Ça va même être mêlé de pluie, tout ça. Donc, il n'y aura pas grand-chose là-dedans. Montréal, secteur, je dirais Montérégie, Rive-Sud, l'Estrie, on y va avec des nuages, puis c'est un mélange pluie-neige qui commencera cet après-midi. 1 centimètre ou 2, pas plus. Venteux avec ça, 2-3 degrés aujourd'hui. Vers les Laurentides, la Nodière, 5 à 10, 10 à 15 par endroit, surtout de la neige. 1 degré, donc une neige quand même un petit peu fondante là, dans l'ensemble. Ça peut paraître un peu moins ce qui reste au sol. Québec, c'est surtout pour les régions plus au nord, une quinzaine de centimètres en secteur montagneux. Plus vous allez vers le sud dans la région de Québec, plus on sera près du 5 cm et du zéro. Ça commence surtout assez tard cet après-midi. Ça se poursuivra cette nuit. Et pour ce qui est de l'Outaouais, même chose. Les régions plus au nord, on ira chercher une dizaine de centimètres, alors qu'au sud, vraiment mêlé de pluie, un petit peu de bruine verglaçante possible ce matin. Demain, ce sera gris, quelques petites averses ici et là.
Pas grand-chose comme précipitation, mais 5 à 6 degrés. C'est demain la journée la plus douce. Pour l'Abitibi, 5 à 10 cm de neige, ça commence ce matin. Une dizaine pour le Saguenay-le-Lac-Saint-Jean, ça commencera cet après-midi. Surtout ce soir, pour le Bas-Saint-Laurent, ce sera mêlé de pluie. Il n'y aura pas grand-chose. Même chose pour la Gaspésie. D'ici là, ça s'ennuage. Les températures sont légèrement sous zéro. Ennuagement sur la Côte-Nord, 5 à 10 cm de neige ce soir. Tout le territoire ontarien, on est dans la grisaille. C'est assez venteux et assez doux. Dans l'ouest, à Vancouver, la pluie reviendra cet après-midi. Vraiment une période pluvieuse. Là, on a eu beaucoup d'eau en fin de semaine. Ça se poursuit un peu et c'est le printemps dans les prairies. Tendance au dégagement. 6 à 10 degrés en Alberta. Dieu, après le froid qu'il y a eu. Après le grand froid. Ben oui. Donc, des écarts de 50 degrés en quelques heures. C'est ce qu'on a eu dans l'ouest en fin de semaine. Incroyable. Alors, semaine printanière dans l'ouest, là, ça va sentir rapidement sur le sud du Manitoba aussi dans les prochains jours. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Draisaitl, league's leading goal scorer to Emberson. His stick snapped. Here's Ovechkin. Got it! Alexander Ovechkin qui vient de marquer. On va parler sport avec Olivier Pellerin. Bonjour, Olivier. Bonjour. Parce qu'avec ce tour du chapeau, M. Ovechkin se rapproche de plus en plus du record que détient Wayne Gretzky. Il n'est plus qu'à 13 de ce fameux record qu'il détiendrait seul, Alexander Ovechkin, grâce à un tour du chapeau hier dans une victoire de 7-3 face aux Oilers d'Edmonton. Il avait marqué 2 fois dans le match et l'extrait que vous avez entendu, c'est ce fameux 3e but marqué en toute fin de rencontre. Bâton brisé, ce qui permet à Alexander Ovechkin de récupérer la rondelle facilement dans sa zone et marque donc un autre filet désert, diront certains, cette saison, mais quand même, ça lui en fait 29. Je le disais, il est à 13 buts de Wayne Gretzky, de ce fameux record pour le plus grand nombre de buts marqués dans une carrière dans la Ligue nationale de hockey. 32e tour du chapeau pour Alexander Ovechkin à 39 ans. De retour d'une blessure, de cette fracture subie un peu plus tôt cette saison, et pourtant, il ne semble pas du tout ralenti par ce petit pépin technique, si on pourrait dire, cette saison. Donc, ça se poursuit pour lui, pour Alexander Ovechkin, qui demeure une menace constante jusqu'à la fin de la saison. Et là, il reste un petit peu plus d'une vingtaine de matchs. Ce qu'il lui faudrait, donc, c'est à peu près un but à tous les 2 matchs. Est-ce qu'il en est capable, Alexander Ovechkin? Je pense que oui, surtout qu'il l'a prouvé hier, qu'il peut en marquer 3 d'un coup. Donc, ça pourrait peut-être venir plus rapidement que prévu, mais ça semble possible pour cette saison, donc l'atteinte de ce record de Wayne Gretzky. Parmi les éléments des matchs ou défunts matchs des étoiles de la Ligue nationale qu'on suivait, il y avait les concours d'habileté. C'est toujours intéressant là, des lancers du haut des gradins jusque dans le but. Bon, on voit vraiment le talent des joueurs de la Ligue nationale. Il y en avait hier au Centre Bell, un concours d'habileté, et les partisans, d'ailleurs, étaient réunis. Des plus jeunes aussi qui ont bien apprécié. C'est souvent une très belle journée pour les familles parce que les billets sont beaucoup moins chers. Si j'ai bien lu, c'est environ 25 $ pour un billet pour être au Centre Bell cette fin de semaine. Qu'un match, disons. Effectivement, pour apprécier donc quelques concours qui ont peut-être perdu la cote avec les joueurs de la LNH en saison régulière. On a vu donc cette confrontation qui est venue, confrontation des 4 nations, qui est venue remplacer ce week-end du match des étoiles. Mais lorsque c'est fait dans le cadre d'une équipe professionnelle comme le Canadien de Montréal, ça semble toujours très populaire. Les jeunes qui peuvent aller voir les joueurs qu'ils aiment regarder au cours de la saison. Donc, il y avait à peu près tous les concours d'habileté qu'on connaît. Patineur le plus rapide, c'est Alex Newhook qui a remporté la compétition. Le tir le plus puissant, c'est toujours impressionnant, c'est Arbor Xhekaj qui a remporté ça hier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est cette nouvelle initiative d'amener les joueuses de la Victoire de Montréal aussi dans le bain de ces concours d'habileté. On sait que les joueurs sont très, très, très appréciés du public et elles étaient présentes hier. Et celle qui a retenu l'attention, c'est Jennifer Gardner qui a remporté donc tant chez le Canadien que chez la Victoire de Montréal, qui a remporté le concours de précision en étant parfaite et en battant du même coup Mike Matheson, qui avait été le plus rapide chez le Canadien. Donc, ça a été une journée qui a été assez réussie, disons-le, après une victoire samedi de 5-2 qui redonne un peu d'élan aux Canadiens de Montréal et qui seront de retour sur la patinoire demain pour affronter les Hurricanes de la Caroline. Donc, vraiment, ça a été un beau week-end, je pense, pour les partisans et pour les joueurs du Canadien de Montréal. Laurent Dubreuil est monté sur le podium en Pologne. On est en patinage de vitesse. Exactement, à Tomaszów Mazowiecki, Coupe du monde qui se déroulait cette fin de semaine. Donc, pour lui, 2 podiums au cours du week-end, 2 médailles d'argent, 2 fois aux 500 mètres. Il en a 5 médailles cette saison, donc c'est une bonne nouvelle pour le patineur de Lévis. Il y a eu 2 autres épreuves qui ont permis au Canada de remporter des médailles. On parle du sprint par équipe, médaille d'argent pour le trio canadien. Et il y a aussi Ivani Blondin, qui était du sprint par équipe, qui a remporté aussi la médaille de bronze au départ groupé. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À plus tard.
Alors, on se tourne vers l'Allemagne. Le chancelier démocrate sortant, Olaf Scholz, dit assumer la responsabilité de la défaite historique de son parti, arrivé 3e aux élections. Ce sont les conservateurs qui vont prendre la tête du pays. Il y aura une coalition à former et c'est l'habitude en Allemagne des gouvernements de coalition. Vincent, c'est le résultat, vous le disiez au début de l'émission, du parti d'extrême droite, AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, qui arrive 2e et qui retient encore une fois beaucoup l'attention. Oui, une extrême droite qui réalise une percée inédite portée par un contexte de crise migratoire, de situation économique difficile en Allemagne. Ajouté à cela, les nouvelles positions du président américain face à l'Europe, le rapprochement entre Washington et Moscou. Bref, on va quand même parler d'abord par celui qui devrait assumer le rôle du chancelier allemand, Friedrich Merz. Son parti, les chrétiens démocrates, une formation conservatrice, termine premier avec à peine 29 un petit peu moins de 29 des voix. Les leaders des principaux partis vont donc devoir discuter aujourd'hui de leur plan en vue de former une coalition, comme le veut la tradition, pour gouverner l'Allemagne. Les chrétiens démocrates de Friedrich Merz pourraient, ce qui semble le plus probable, former une alliance avec le parti du chancelier sortant, Olaf Scholz, les sociodémocrates, qui ont terminé, eux, 3e, le pire résultat de l'histoire de cette formation politique. Il s'agirait cependant d'une assez courte majorité là, pour cette coalition pour pouvoir gouverner. Oui, c'est ça. On ne veut pas faire de coalition avec l'extrême droite, malgré cette montée qui s'est matérialisée. C'est ce que disaient les sondages. Ça s'est concrétisé dans les urnes. Oui, le parti de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, une formation anti-immigration, une formation pro-russe, surtout soutenue dans l'est de l'Allemagne, qui réalise des gains importants. Cet appui des Allemands à un parti d'extrême droite est le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça ne fait aucun doute. Le parti d'extrême droite a misé durant sa campagne électorale sur TikTok comme plateforme pour diffuser ses messages, si bien que de nombreux jeunes Allemands se sont tournés vers la formation politique. Est-ce que c'est une lancée de l'extrême droite allemande? Il y a un des représentants des chrétiens démocrates, là, le Parti conservateur, qui prétend au contraire que l'extrême droite a atteint un sommet, un plateau, et que le parti ne pourra pas faire davantage de gains dans l'avenir, mais ça, on verra bien. Le futur chancelier, en tout cas, devra conjuguer, vous le disiez, avec bien des défis. On parlait de l'économie allemande qui tourne au ralenti. Il y a aussi la nouvelle posture de l'administration américaine face à l'Europe, l'Ukraine et la Russie. Oui, et je viens de voir une dépêche, un entretien que l'ancien ambassadeur allemand au Royaume-Uni vient de donner. Ce qu'il dit, c'est que pendant 8 décennies, l'Europe a vécu sous la protection des Américains. Eh bien, l'Occident, comme nous l'avons connu pendant toute cette période, n'existe plus. L'ambassadeur allemand en sol britannique, l'ancien ambassadeur allemand en sol britannique poursuit en affirmant que le grand protecteur américain a changé de camp. Il s'allie maintenant avec l'empire du mal, the evil empire. C'est comme ça que Ronald Reagan appelait l'Union soviétique pendant la guerre froide. L'image est forte. Le futur chancelier allemand a d'ailleurs déjà envoyé un signal au reste de l'Europe. L'Europe doit se préparer à se défendre seule. C'est dire à quel point les plaques tectoniques de la géopolitique et de l'ordre mondial ont énormément bougé en seulement quelques semaines, Mathieu. Effectivement. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va aller joindre Mario de Ticcio dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Mario. Oui, bonjour. Commençons d'abord avec la une du Soleil dans la région de Québec. Le vieux Colisée qui sera finalement démoli, nous apprend le Soleil ce matin. Oui, ça fait 10 ans qu'on se demande ce qui va se passer avec ce Colisée-là. La commission d'urbanisme a fait un rapport. Elle recommande de conserver le bâtiment. Par exemple, l'administration Marchand a choisi de le détruire pour réaliser un projet de développement mixte avec des logements, des commerces, des espaces publics. Dans le fond, le rapport dit quand même que le retour à la version originale du bâtiment, dont la valeur patrimoniale est supérieure à sa valeur actuelle, serait impossible. Une démolition partielle de l'ancien temple du hockey ne serait pas envisageable non plus. Donc, la Ville de Québec décide d'y aller avec sa déconstruction, avec sa démolition. Le Colisée a été construit en 1949. Il était inutilisé depuis 2015. La démolition
démolition là, est estimée entre 17 et 20 millions de dollars. Ça pourrait commencer dans les prochaines années. Il devrait y avoir un hommage au Colisée qui sera intégré à tout ça. À lire donc dans Le Soleil de ce matin. Maintenant, en une du Journal de Montréal, et le journal mène des enquêtes sur des dépenses des dirigeants de la FTQ Construction qui menacent de poursuivre le journal justement après la publication de ces articles. Oui, ça fait plusieurs articles, le journal écrit sur la FTQ Construction et ses dirigeants, en fait sur les dépenses de ses dirigeants. Il y avait un texte il n'y a pas si longtemps là, qui mentionnait une soirée avec des dépenses excessives totalisant 4 500 $ en nourriture avec des verres de scotch à 55 $. Bien là, on apprend en une du Journal de Montréal que ça n'a pas plu à la FTQ Construction qui menace de poursuivre le journal ainsi que 2 de ses journalistes. On parle de harcèlement. Là, ils ont posé d'autres questions par rapport à l'achat de camions neufs utilisés par les dirigeants. Le syndicat, dans tout ça, a mandaté une firme pour reviser sa gouvernance et promettre d'appliquer les recommandations. Mais bien sûr, cette enquête-là ne plaît pas à la FTQ. De son côté, ça fait réagir les journalistes. Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPGQ, Éric-Pierre Champagne, juge inacceptable qu'un syndicat tente d'empêcher un média de faire son travail. Même chose du côté de l'Association canadienne des journalistes qui, elle, rappelle que la FTQ Construction reste imputable au public, à ses syndiqués, même si elle se considère comme une entreprise privée. Un texte à lire dans le Journal de Montréal. Oui, et on apprend ce matin d'ailleurs que des dirigeants se sont payés des camions flambant neufs, des camionnettes qui valent près de 80 000 $. Donc, nouvel élément dans cette enquête des dépenses des dirigeants, une du journal. Maintenant, les médias mettent la table pour ce premier débat à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. C'est ce soir, c'est le débat en français. Oui, c'est ce soir le débat en français. Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould et Frank Bellis, les 4 candidats dans cette course, vont s'affronter. Bien sûr, la plupart des analystes dans les différents journaux ce matin disent à quel point c'est vraiment le jeu, le défi de M. Carney. C'est lui qui a tout à perdre. Dans ce débat en français, il devra se prouver aux francophones de ce pays. Peut-on lire dans différents articles dans la presse. Et puis un mot en terminant sur les yeux du catholique qui reste rivé sur Rome avec l'état de santé du pape. Oui, le pape est mal au point. On en parle quand même depuis plusieurs jours. Il y a plusieurs articles là-dessus aujourd'hui, dans un état critique. Mais dernière nouvelle, il survit du moins. Donc, c'est notamment une du National Post ce matin, bien sûr, un sujet qui fait parler les yeux rivés sur Rome pendant ce temps-là. Merci beaucoup, Mario. Merci. Au revoir. Chers citoyens ukrainiens, ayez l'esprit tranquille. Si possible, restez chez vous, s'il vous plaît. Nous sommes à l'œuvre, l'armée est à l'œuvre. Nous gagnerons parce que nous sommes l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Slava Ukraine, on l'a entendu beaucoup depuis 3 ans. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie qui envahissait l'Ukraine. Après 3 ans de guerre, le bilan des morts est lourd. On compte des dizaines de milliers de morts des 2 côtés. Après plus de 1000 jours de conflit, les Ukrainiens craignent maintenant un plan de paix négocié par Moscou et Washington, mais sans nécessairement l'Ukraine autour de la table. Ce sera à voir. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Il y a des dirigeants étrangers en ce moment, dont le premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est à Kiev ou qui sont à Kiev, ces dirigeants, pour réitérer leur appui à Volodymyr Zelensky, au peuple ukrainien. Donc, de quoi vont parler les dirigeants au cours de ces prochaines heures? Oui, c'est à l'heure actuelle. Il y a 13 dirigeants donc, de pays alliés de l'Ukraine qui sont actuellement aujourd'hui. Alors, on se parle à Kiev. En plus du Canada, il y a certains pays européens. Il y a bien sûr, Mathieu, toute une symbolique. Ils sont là, bien sûr, vous l'avez dit, en signe d'appui, alors qu'il y a des tensions importantes au moment où on se parle actuellement entre les États-Unis et l'Ukraine, en Washington, qui était jusqu'à tout récemment le principal allié du peuple ukrainien, du président Zelensky, tant sur le plan financier
que militaire. Mais on le sait, Donald Trump a changé son fusil d'épaule, a changé sa stratégie, il s'aligne davantage maintenant avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais au-delà de la symbolique, Mathieu, il y aura des discussions sur un thème qui est cher aux Ukrainiens, qui est cher au président Zelensky, celui des garanties de sécurité pour l'Ukraine si jamais il y a un accord de cessez-le-feu qui est conclu. Mais d'ici là, donc, signe que la guerre est loin d'être terminée. Il y a une alerte, là, je voyais ça tantôt sur un fil de presse, là, il y a une alerte aérienne là, qui vient tout juste d'être déclenchée sur l'ensemble de l'Ukraine. Là. Le Canada qui a promis d'ailleurs une nouvelle aide pour l'Ukraine au cours de la dernière heure. Oui, le premier ministre Trudeau là, qui a pris la parole et qui a dit ce matin que la Russie avait envahi l'Ukraine pour effacer l'histoire de ce pays et agrandir son empire en parlant de Vladimir Poutine. Le premier ministre Trudeau, a également annoncé l'envoi de 25 véhicules blindés et également fournir à l'Ukraine 5 milliards de dollars d'actifs saisis à la Russie. On écoute le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Le Canada est fier du travail qu'on a accompli avec vous tous autour de cette table pour faire que la Russie paye le prix de cette invasion inhumaine, que ce soit avec des sanctions ou en offrant aux Ukrainiens de l'aide humanitaire, financière et militaire dont ils ont besoin pour se défendre et faire obstacle au régime russe. Justin Trudeau qui a d'ailleurs dit que M. Zelensky avait été démocratiquement élu et que le conflit, c'était bel et bien l'invasion de la Russie en Ukraine et que ce n'est pas l'Ukraine, comme l'a dit Donald Trump, qui avait en quelque sorte provoqué cette guerre. Et donc, Volodymyr Zelensky, lui, est allé aussi d'une déclaration assez forte. Il dit qu'il est prêt à quitter son poste pour la paix. Oui, le président Zelensky, qui s'est fait accuser justement la semaine passée par le président américain Donald Trump d'être un dictateur non élu, eh bien, le président Zelensky qui a dit hier qu'il était prêt, Mathieu, à ne pas s'accrocher au pouvoir si c'est pour assurer la paix de son pays. On en écoute un extrait. Là. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Alors, ce qu'a dit le président Zelensky, je cite, « Si c'est pour assurer la paix en Ukraine et si on me demande de quitter mon poste, je serai prêt à le faire. Deuxièmement, je pourrais le faire aussi pour que l'Ukraine adhère éventuellement à l'OTAN si jamais l'opportunité se présente. » Il y a les leaders, on le sait, européens qui sont exclus en des négociations de paix. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a le président français Emmanuel Macron qui est à Washington aujourd'hui pour rencontrer Donald Trump pour tenter de changer la donne. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Évidemment qu'on va suivre tous les événements entourant ce 3e anniversaire de la guerre en Ukraine, donc invasion russe en Ukraine qui a commencé il y a 3 ans aujourd'hui, jour pour jour. Mario en parlait dans la revue de presse, débat des candidats à la chefferie du PLC, ça va se faire à Montréal en soirée. C'est donc le débat en français. Emmanuel Macron, effectivement, sera en visite à Washington et on va continuer de surveiller l'état de santé du pape François. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. À demain. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec.